Jacques Bouga Agbé, bonjour, bienvenue dans la Grande Une. Oui, bonjour Alain Justin, bonjour à votre équipe technique et surtout bonjour aux millions d'auditeurs et téléspectateurs qui me font l'honneur de m'écouter cet après-midi. Alors, on aura l'occasion de parcourir tout votre programme. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Vous avez un programme dense, comme je l'ai annoncé dans mon introduction, et je serai avec David Sondio pour vous essayer de poser les questions, pour essayer de décrypter ce programme. David Sondio, bon après-midi. Bon après-midi Alain Ghislain Kanga, bon après-midi à vous Jacques Bouga Agbé. Merci. Alors, on va dire bon après-midi également à nos nombreux auditeurs et même des radioteurs qui nous regardent sur nos différentes plateformes. En ce moment, il faut reconnaître, Alain Ghislain, que c'est un grand moment de radio, puisqu'on a avec nous l'un des candidats à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. J'ai envie de dire l'un des 12 du 12. Voilà. Donc, effectivement, oui, c'est l'un des 12 du 12 qui est avec nous ce jour. Et vous comprenez qu'on parlera essentiellement de politique. Oui. Et vous me permettez si je prends la main pour la première. Allez-y. Alors, comment naît en vous, Jacques Bouga Agbé, l'ambition d'être au fauteuil présidentiel? Qu'est-ce qui est l'élément déclencheur? Non, en fait, il faut dire que je suis ingénieur de formation. Au début, tout petit au lycée, c'est le métier d'ingénieur qui me plaisait. Parce que mathématiques, physique, construire des choses. Mais au fur et à mesure que le temps passait, je me suis rendu compte qu'ingénieur, ça risquait d'être limité pour moi. Hein. Surtout dans les grandes écoles françaises. J'ai fait l'école centrale Paris. Et là, le risque pour moi, c'était d'être coincé en Occident. Ce que je ne voulais justement pas. Je ne voulais pas être coincé en Occident, comme beaucoup de mes camarades camerounais d'ailleurs. Et je me suis dit, quel est le métier qui me permettra d'avoir une vue générale des choses, mais également d'aider au développement de notre pays et de notre continent. Alors je dis, bon, naturellement, c'est l'économie. Mais l'économie, pas pour aller dans le monde académique nécessairement, mais c'est surtout pour avoir des propositions concrètes de développement. Donc j'ai fait l'économie pour intégrer soit le FMI, soit la Banque mondiale. Alors, heureusement, j'ai intégré l'une des deux, j'ai intégré le FMI, et j'ai beaucoup appris, parce qu'en voyageant dans les pays, hier, dans une autre émission chez vos confrères, ils me demandaient pourquoi vous êtes rentré, alors que vous vivez bien là-bas. Et ça m'a un peu amusé. Je dis, moi, je n'étais jamais parti pour ne pas revenir. À notre époque, nous, on partait pour revenir. On ne partait pas pour rester là-bas. Donc, je vais apporter dans ce débat du positif, de la substance, des choses, des idées concrètes. Même si les gens essaient de m'attaquer à gauche, à droite, ils vont plutôt m'amuser. Parce que très souvent, le peuple va très vite distinguer que je ne suis pas comme les autres candidats. Alors, il y a des idées concrètes et simples. Alors, vous portez l'espoir d'un Cameroun nouveau. C'est un tout petit peu, c'est comme ça que vous définissez votre programme. Qu'est-ce que vous mettez, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette nouveauté-là? Plusieurs choses. De manière globale, parce qu'on va rentrer, oui. Oui, on a la nouveauté sur le plan politique où on remet le peuple au centre, y compris lors du choix de qui peut être candidat, les scrutins de présélection. Parce que ce qui est arrivé à certains candidats, y compris d'ailleurs parmi les plus populaires, c'est que ce n'est pas le peuple qui a décidé de qui peut être candidat. Il y a le pouvoir de l'argent. Les 30 millions. Beaucoup avaient de bonnes idées, mais ne pouvaient pas payer les 30 millions. Donc je pense que je vais changer ce système en introduisant des scrutins de présélection des candidats. On va peut-être en parler plus en détail tout à l'heure. Ce sera un changement majeur. Qu'on soit riche ou pauvre, si on a des idées, si on pense qu'on peut changer les choses pour le peuple, alors on a le droit de se présenter et c'est au peuple de décider si vous pouvez être candidat ou pas. Donc il n'y aura pas ces manipulations politiciennes. Le pouvoir de l'argent sera limité. Je vous dirai comment je le ferai. Sur le plan économique, il faut qu'on reconnaisse que l'État a les moyens limités. Et qu'en réalité, dans une économie, ce n'est pas l'État qui a l'argent. C'est le peuple qui a l'argent. C'est-à-dire que c'est vous qui avez l'argent. Donc l'État doit donc utiliser la technologie moderne. Je propose là des téléphones avec une application spéciale pour justement lever les fonds pour mener un certain nombre d'infrastructures. Lui, il se replie dans 5 secteurs: éducation, recherche, culture, sociale, justice, défense et sécurité. On va en parler peut-être plus en détail tout à l'heure. Oui. Et la troisième nouveauté, c'est sur la préservation et la valorisation de notre héritage ethnoculturel. Nous sommes riches, nos communautés ethniques, qu'on essaie de monter les unes contre les autres en réalité.
sont des réservoirs d'une richesse inouïe, qu'on ne connaît même pas tous. Je ne suis pas sûr que vous connaissez la richesse. Vous ne la connaissez pas, moi je ne la connais pas. Lorsqu'on va faire ces musées, on va ressortir tout cela. C'est là où on va commencer à nous apprécier les uns les autres. Donc voilà un peu les nouveautés. Alain, je sens que vous voulez justement rentrer effectivement là-dedans, mais je pense que ce sera pour la dernière, pour la mise en bouche. Jusque dans un passé très très récent, vous n'étiez pas très connu, ou alors vous n'étiez pas visible dans le directoire du MCNC. Mais comment s'est opérée cette investiture? Parce que vous êtes aujourd'hui candidat. Ça, c'est juste pour qu'on essaie de comprendre en quelques mots et on va aller de pied en pied dans le programme politique. Oui, en tant que fonctionnaire international, j'avais un devoir de réserve. C'est-à-dire je ne pouvais pas m'afficher dans beaucoup de choses. C'est un peu comme les militaires et les policiers et les gendarmes. Ils ont des opinions, ils ne peuvent pas s'afficher. Donc je travaillais discrètement avec le parti. C'est un parti avec lequel j'ai une convergence idéologique très forte. C'est le seul ou l'un des rares qui dit ouvertement on doit penser à quitter la zone CFA. C'est le seul qui vraiment met en avant la souveraineté du Cameroun, y compris l'ouverture à d'autres partenariats dans le domaine économique et militaire, technologique si possible. Vous pouvez voir un enseignant qui vous explique très bien une matière, vous la comprenez, une autre qui ne le sait pas aussi bien. Donc ça, c'est une manière de nous assurer qu'au moins tous les élèves ont l'option B. C'est-à-dire que même si vous allez en cours, physiquement, et vous n'avez pas compris ce que le maître a dit, un passage, vous pouvez revenir sur votre téléphone ou votre ordinateur pour réviser. Maintenant, financer cela, c'est très simple. Je vous ai dit, l'État se retire de beaucoup de domaines. L'État n'a pas besoin d'être, par exemple, dans la construction des routes, des ports, des aéroports. C'est faux. On vous ment. Et de toute façon, on n'a même pas l'argent pour faire ça. Donc, je dis, l'argent qu'il a, il le focalise dans 5 domaines, mais il doit bien travailler dans ces 5 domaines. Maintenant, fournir des ordinateurs à des millions d'élèves, même si vous mettez par unité, ou téléphone, vous mettez par unité 100 000, dites 25 millions de personnes. Ça fait 2500 milliards. 2500 milliards. Vous pouvez payer ces entreprises, par exemple, comme des examens officiels. La seule différence, c'est que les enfants ne vont plus se déplacer. Par exemple, si vous êtes en classe pour le CPE, l'élève va rester dans son établissement. Examen du premier trimestre. Mais les enseignants viendront d'ailleurs. On va juste faire bouger les enseignants. Mais il y a déjà des examens de façon harmonisée dans les départements et même parfois les arrondissements où on vous dit pour le premier trimestre uniquement c'est tellement arrive pour le compte des classes de, je dis n'importe quoi, les classes de troisième surtout et les classes d'examen surtout. Oui, mais c'est que pourquoi leur faire un autre examen hors de leur établissement à la fin de l'année? C'est absurde tout ça. On vous fait cela dès le premier trimestre. Les enseignants qui vont noter viendront des autres établissements. Oui. Mais vous êtes chez vous. Vous avez déjà une note qui pourra compter au décompte final. Exactement. Deuxième trimestre, la même chose. Troisième trimestre, la même chose. Donc l'enfant voit venir le bac, le CPE, le BEPC, il le voit venir. Il sait que même si j'ai mal travaillé au premier trimestre, je peux me rattraper au deuxième, au troisième. Oui, le stress s'en va. Et surtout, il va étudier toute l'année. Il sait que même si je fais mal au premier ou au deuxième trimestre, mais au moins le troisième, je vais me rattraper. Donc on voit venir les choses. Même les enseignants, ils peuvent s'adapter. S'ils voient que ces élèves n'ont pas bien travaillé au premier trimestre, il y a tels qui ont eu tel, parce que l'enseignant saura comment ces élèves, enseignants de CPE, du troisième, de première et de terminale, lui saura quelles sont les performances de ces élèves et il va ajuster l'enseignement pour qu'ils améliorent au deuxième trimestre. Donc en fait, ce sera un tableau de bord pour tout le monde, pour les élèves et pour les enseignants. Et à la fin, on prend la note qui arrange les élèves. Le troisième trimestre va compter à coup sûr, mais le premier ou le deuxième, pour le premier et le deuxième, on va prendre la note qui aide l'élève à la fin. On va prendre la note qui aide l'élève. Donc, vous savez, le système est fait de telle sorte qu'on encourage les élèves à travailler très dur. Parlons à présent de santé et vous voulez créer la Société nationale des hôpitaux et centres de santé pour gérer et développer les infrastructures hospitalières. Comment vous comptez garantir la performance et la transparence de cette entreprise populaire dans les gestions des hôpitaux? C'est vous. Ce n'est plus l'État. Comment ça? Ce sera votre entreprise. C'est-à-dire quoi? Les entreprises populaires, c'est quoi d'abord? Il faut que je dise à nos auditeurs et téléspectateurs. Ce sont les entreprises qui vont aider l'État dans certaines missions de service public, qui sont rentables. Prenons
ce secteur de la santé, les besoins sont immenses en termes d'infrastructure. Et l'État doit s'occuper de l'école. Vous m'avez posé la question déjà pour l'école. L'État doit s'occuper de la justice, l'État doit s'occuper du social. C'est le rôle régalien de l'État. C'est le rôle, justement. Mais le problème, c'est que pourquoi on se retrouve dans cette difficulté? Même si on met de côté les détournements des deniers publics, les besoins sont immenses. Moi, j'ai fait un petit calcul. L'électricité seule, on est à 37 000 milliards de francs CFA pour donner 1 kW, installer une puissance d'1 kW par habitant au Cameroun. On peut en parler, on peut revenir dans les détails si ça vous intéresse. On y reviendra. C'est ça, moi, c'est le calcul. Les routes, si on veut juste atteindre les standards de la Banque mondiale, 0,5 km de route par kilomètre carré, on est à 220 000 milliards de besoins de financement. C'est-à-dire 30 fois le budget de l'État pour 2025. L'électricité, c'est 5 fois le budget de l'État pour 2025. C'est-à-dire quoi? C'est que même si l'État prenait tout l'argent prévu dans le budget 2025, il mettait sur les routes, ça lui prendrait 30 ans pour atteindre les standards de la Banque mondiale, qui sont seulement de 0,5 km par kilomètre carré. Alors que les standards des pays développés, c'est 1,5 à 4 km de route par kilomètre carré. Donc si on veut atteindre les standards des pays développés, on sera à 90 ans. Vous voyez, quand vous regardez les chiffres, l'État doit devenir intelligent, séparer les choses. Je m'occupe de mes 5 secteurs et je facilite la vie au peuple qui s'occupe du reste à travers les téléphones, le financement populaire dont je parle. Mais quand vous parlez des entreprises, là, est-ce que vous les avez ciblées? Parce que quand on regarde un peu, on fait un peu le check-up des entreprises camerounaises, on voit il y en a beaucoup qui sont dans des situations très compliquées. Est-ce que vous avez ciblé les entreprises qui vont contribuer à porter ce programme-là? Non, c'est très simple. Il y a 3 phases dans ces projets. La phase légale, c'est-à-dire préparer les textes. Donc, il y aura dans la Constitution un nouvel article créant les entreprises populaires et disant qu'elles doivent donner suite aux requêtes du président de la République, mais l'État ne pourra pas faire ce qu'il veut avec elles. Elles seront comme... c'est un droit mixte, privé, mais le seul lien entre ces entreprises et l'État, c'est qu'elles auront l'obligation de donner suite aux requêtes du président de la République. Si le président de la République dit lever 10 milliards pour construire 10 hôpitaux dans tel ou tel département, elles auront l'obligation de le faire. Mais du point de vue de la gestion quotidienne, elles sont comme des entreprises privées. Parce que c'est vous qui allez les contrôler, vous les actionnaires de 100 enfants, le peuple de 100 enfants dont je parle. Donc, puisque c'est vous qui les contrôlez, c'est vous qui choisissez les dirigeants, ce ne sera plus le président de la République. Vous choisissez les dirigeants de cette société, vous savez qu'elle travaille en partenariat avec l'État, et donc elle a toutes les autorisations dont elle a besoin. Donc, vous mettez sur pied votre entreprise. Les gens qui postulent pour être des dirigeants, il y aura des systèmes de vote, toujours dans le téléphone, pour que vous les choisissiez. Chacun au prorata de ses actions. Vous voyez? Donc, ça, c'est le premier aspect. Donc, l'État, sachant que lui n'a pas les moyens de mettre les routes, les hôpitaux un peu partout, parce qu'il faut qu'il y ait chacun de nos départements, chacun de nos 58 départements devra avoir un grand hôpital de référence. Pour que les gens n'aient pas à fuir, il faut absolument venir à Yaoundé ou Douala pour des opérations. Non. Chacun de nos 58 départements devra avoir un grand hôpital de référence qui va ensuite aider les autres hôpitaux de standards un peu moins élevés. Donc, l'État reconnaît que moi, je n'ai pas l'argent pour faire ça, mais le peuple peut le faire. Le peuple du Cameroun, le peuple des diasporas, parce qu'on les oublie. Quand je parle de téléphone et je parle d'application, c'est une application qui est aussi disponible pour les Camerounais des diasporas. Donc, de là où ils sont, ils pourront financer avec 100 francs l'équivalent les hôpitaux au Cameroun. Maintenant, ça c'est l'offre. Il faut maintenant gérer la demande, la capacité, l'accès. Il faut gérer l'accès. Il faut gérer l'accès. Il faut gérer l'accès. Allez-y. À ces hôpitaux. Là, nous allons introduire un système d'assurance maladie où l'État jouera également un grand rôle. L'État va essayer de négocier des prix de gros avec toutes les compagnies d'assurance privée. On ne va pas créer un système d'assurance publique ou une caisse publique ici, comme on appelle. Il y a le CSU, la couverture, la CSU, la couverture santé universelle, qui doit être subventionnée, y compris par l'étranger. C'est pas soutenable. Et qui a une couverture vraiment limitée, à la fois sur les personnes et sur les services. Nous voulons une couverture globale des gens, mais de manière qui couvre tout le monde, mais qui est également prise au sérieux. Comment l'État va faire pour cette couverture? L'État négocie les prix pour tout le monde. Il dit, voilà, je suis l'État, vous êtes des compagnies,
je vous apporte 25 millions ou 30 millions de clients, quel que vous me faites par personne. Et vous devez couvrir ceci. Il y a un minimum légal qui doit être couvert. Quel que vous apportez par personne. Mettez votre offre sur la table. Et le contrat entre ces compagnies sera entre les compagnies et l'État. Donc c'est l'État qui va les payer. Mais vous êtes en train de parler Attendez. Oui. L'État les paye mais récupère l'argent. Vous vous souvenez de la fameuse équation encore, c'est ça? C'est ce qui vous fait rire. On sait que pour les chiffres, vous avez la maîtrise. Voilà. Allez vérifier. On est aujourd'hui peut-être à 30 000 milliards. Peut-être plus. Et ça, c'est sans compter la diaspora. Et sans compter les entreprises, parce que les entreprises n'utilisent pas ça. Elles font des virements, elles font des chèques, elles n'utilisent pas ça. Maintenant, il y aura dans l'application de l'État, dans le téléphone, un compte mobile money que les entreprises pourront également utiliser parce que ce sont des transactions qui seront reconnues comme légales, comme valides du point de vue fiscal et du point de vue légal en général. Donc, ce potentiel d'argent y est. Et n'oubliez pas aussi, je mets un système, il y aura un nouveau système fiscal qui sera assis sur le revenu net. Aujourd'hui, vous êtes taxé sur le revenu brut. Si vous recevez 100 000, l'État vous taxe sur les 100 000, après avoir fait certains abattements. Mais l'essentiel, c'est que ça repose sur vos 100 000. Là, maintenant, avec le nouveau système fiscal, vous avez 100 000, vous dépensez 90 000, y compris pour l'achat des actions. Vous n'êtes taxé que sur 10, sur la différence. Donc là, l'impôt sera assis sur le revenu net pour tout le monde. Et le net va inclure toutes les dépenses que vous faites et qui sont traçables dans le fichier unique, par exemple. Alain Gisley, on comprend qu'il est tout aise quand il s'agit des questions budgétaires, des questions financières, des questions... en tout cas, c'est son dada. Quand il parle, vous êtes prête à consommer comme du petit lait. Alors, moi, je voulais également savoir, vous comptez mettre en place un mécanisme national de couverture maladie avec soutien aux plus démunis. Quelles ressources seront mobilisées pour subventionner les primes des populations les plus pauvres? Voyez-vous, avec le téléphone dont je parle, l'État saura qui gagne quoi. Parce que l'État a une idée de ce que vous avez. On a le sentiment que tout tourne autour du téléphone. Non, oui, c'est crucial. Oui, justement. Parce que c'est ce qui permettra, je vous ai dit, si vous regardez l'une des idées, c'est que le premier bénéficiaire de ces téléphones sera l'État lui-même. Parce qu'il aura toute l'information dont il a besoin. Pas au sens négatif, pas pour vous surveiller, ce n'est pas cela. Mais nous avons des hackers, nous avons également des personnes qui trafiquent. En tout cas, on va aborder le plan numérique tout à l'heure. Voilà, on va aborder le plan numérique. Non, mais l'idée ici, c'est quoi? C'est de ne pas gaspiller l'argent. Vous savez combien on paye en subvention de nos jours? Je crois que nous sommes près de 3 000 milliards. Vous pouvez nous le dire? Oui, 2 000 à 3 000 milliards. Et ça va à qui? Ça va aux riches. Parce que on passe par les entreprises, les personnes bien connectées. Ça ne vous arrive pas à vous. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'argent, c'est que l'argent ne vous arrive pas à vous. Parce que ça passe par des mécanismes tordus de subvention. Tout ça va être enlevé pour vous donner de l'argent directement, sans passer par quelqu'un d'autre. Si je dois vous aider à payer une police d'assurance, elle coûte 50 000, vous n'avez que 10 000. Mais vous me donnez les 10 000 et les 40 000, c'est l'État qui les couvre. Développer le secteur des assurances au Cameroun. Donc, dans ce livre-là, de près de 500 pages, il y a une typologie des marchés publics. Il y a toute une loi spéciale sur les marchés publics que j'introduis pour qu'on fasse cela. Maintenant, voici comment ça se passe concrètement. Ça va se passer concrètement. Vous êtes une centaine de compagnies. L'État vous dit, je vous apporte 30 millions de clients. Le contrat, c'est avec moi. OK? Combien par personne? Chacun fait son offre. Bon, on retient la meilleure offre, c'est-à-dire la plus basse, pour couvrir tout ça. Mais on lui dit, tu n'as pas 100% du marché. Tu auras peut-être 51%, peut-être moins. Et les autres, on va se les répartir directement, mais au même prix. Au même prix, parce que c'est une catégorie de marché là. Donc, l'entreprise qui a la plus petite offre, la meilleure offre, la plus basse, prend, disons, 51% du marché. Les 49 sont répartis entre les autres, de manière égale, mais au même prix. C'est celle qui accepte. Maintenant, imaginons que vous allez à l'hôpital. La facture coûte 100 000. Donc, supposons que là, vous ne payez rien, 100 000. L'hôpital va envoyer la facture de 100 000 à l'unité. Il y aura une unité, l'agence d'approvisionnement. Envoie ça. Maintenant, l'agence d'approvisionnement, elle va payer l'hôpital. Maintenant, transférer les 100 000, diviser les 100 000 aux entreprises. C'est-à-dire, celle qui a eu 51% va payer 51% de 100 000. Celle qui a eu 2% paye 2% de 100 000. Celle qui a eu 3% paye 3%. Voilà comment. Le malade ne paye rien. Non, très souvent, oui. Il y aura, non, ça dépend du niveau. Ça dépend du niveau, parce que ce n'est pas
Normalement, il y a certaines assurances. Généralement, dans les assurances, il y a toujours comment ça s'appelle en français là? En anglais, c'est copé. En français, c'est. Il y a un nom compliqué là. Il y a une partie que le malade paie lui-même. Maintenant, ça dépend des moyens. Ceux des malades qui n'ont pas le vote électronique, dont je parle. Mais une fois qu'ils sont confirmés par le peuple, le président ne peut plus les enlever. Cependant, s'ils violent la loi ou refusent de respecter la loi, comme le Conseil constitutionnel le fait maintenant, en laissant Elekam violer l'article 80, c'est la publication de la liste électorale nationale. Si jamais cette nouvelle Cour suprême viole la loi, refuse, vous pouvez porter plainte contre elle et maintenant elle sera jugée par un jury populaire qui pourra, et oui, voilà comment le peuple va les contrôler. Nous avons un tribunal administratif. Non, justement. Les juges ne vont pas être jugés par d'autres juges au Cameroun. Ça risque de créer un esprit de corps, une solidarité. Ils deviennent un syndicat tout puissant. Non, ça c'est hors de question. Les juges seront jugés par le peuple à travers les jurys populaires. C'est-à-dire que s'ils font des bêtises, ils violent la loi, quelqu'un porte plainte, on organise un procès, mais là le procès est conduit par un jury populaire. Dit, là par exemple, regardez l'article 80. Vous êtes à la Cour suprême, vous refusez de publier la liste électorale nationale. Quelqu'un porte plainte. On vous amène au tribunal. Vous les juges, vous êtes maintenant les prévenus. Si vous violez la loi, vous pouvez être condamné. Si vous pouvez connaître, ça peut aller jusqu'à la prison ferme. Donc vous êtes limogé. Le peuple pourra les limoger. Donc c'est un contrôle à 360 degrés. Le juge contrôle la population les contrôle. Voilà comment on va s'assurer que la nouvelle Cour suprême respecte la loi et surtout l'esprit démocratique qui remet le peuple au centre de tout le processus. Pour préserver l'impartialité des juges, c'est ça? Oui, ils n'ont pas intérêt parce qu'eux aussi ils sont en danger. Alors, ils ne seront pas tout puissants comme aux États-Unis. Aux États-Unis, ils font n'importe quoi. Ils se contredisent même. C'est n'importe quoi qu'ils font. Voilà, c'est l'une des institutions les moins populaires aux États-Unis. Alors, Cameroun ne sera pas le cas. Parce qu'il y aura la pression populaire sur eux. Vous comptez également mettre en place un plan de travail chiffré, suivi par une agence indépendante. Mais quels sont les indicateurs clés et la pire Ici, d'ici 6 mois, on va faire ça. Voilà, ce sont les cibles de 6 mois. Mais ça couvre la période de 14 ans, de tout le mandat. Maintenant, une fois qu'il prépare ça, tout le monde signe. Lui-même il signe, le président, ses ministres signent. C'est publié et ça accompagne la loi des finances. Maintenant, l'agence de suivi du plan de travail présidentiel, elle n'est là que pour dire si le président a atteint ses propres objectifs ou pas, de manière indépendante. Donc, tous les 6 mois, elle va publier un rapport. Cette agence, elle publie un rapport. Dire il est en train d'atteindre, il n'est pas en train d'atteindre. C'est une manière de mettre la pression sur le président de la République et son gouvernement. Vous devez être là pour témoigner pour le compte de l'État. Donc, c'est 2 conditions minimales. Restitution et conditions. Maintenant, ça, c'est la première phase. Oui. 100 jours. Après ces 100 jours, maintenant, ceux qui ne veulent pas collaborer, on introduit le dilemme des prisonniers. Comme très souvent, les gens détournent en coaction, en complicité, il y aura un site internet où les gens pourront dénoncer facilement. Parce que si vous ne le faites pas, votre voisin, votre complice va dénoncer et vous êtes mal barré. Parce que lui, il va garder l'argent, son casier judiciaire ne sera pas touché, et c'est vous qui allez payer sa part et vous allez aller en prison. Voilà le risque qu'il y a. Et l'idée ici, c'est quoi? C'est de pousser les gens, à comprendre qu'il faut utiliser les 100 jours qu'on leur offre. Parce que les 100 jours, c'est sous votre contrôle. Vous avez prenez la mission vous-même. Si vous attendez après ces 100 jours, vous êtes en difficulté. Parce que si jamais votre complice vous dénonce avant vous, même s'il a beaucoup plus détourné que vous, c'est vous qui payez les pots cassés. Et donc, ce n'est pas dans votre intérêt. Et plus tard aussi, même après, le futur détournement, ça les empêche. Parce que, étant donné que vous avez besoin de complicité pour détourner l'argent public, vous mettez avec quelqu'un, vous n'êtes jamais sûr que la personne ne va pas vous dénoncer en premier. Donc, ça va rendre tout ça difficile. Il y a un aspect que je trouve dans votre programme. Vous voulez supprimer certaines institutions comme le Sénat, le Conseil constitutionnel. Quelles alternatives garantiront le contrôle démocratique et électoral? Autant elles sont nouvelles chez nous au Cameroun, ces institutions-là. Pour le Conseil constitutionnel, la Cour suprême va les absorber.
Elle ne sera plus indépendante. C'est une direction peut-être des affaires constitutionnelles, la Cour suprême, une chambre de ça. Elle sera absorbée. Parce que regardez, avant leur mise en place, si vous regardez la Constitution, c'est la Cour suprême qui assurait leur travail. Oui. C'est la Cour, avant leur la Cour suprême siégeait comme conseil constitutionnel. Voilà, comme conseil, c'est tout. C'est vrai que le conseil constitutionnel existe depuis la loi camerounaise, j'allais dire de 1980, la constitution de 1996. Mais matériellement, Suite FM. Retour dans ce studio de la Grande Une avec notre invité Jacques Bouga Agbe, candidat à l'élection présidentielle de 2025. Il est le candidat du mouvement citoyen national camerounais. Et donc pour cette présidentielle 2025, on a abordé le secteur de l'éducation, David Sandio, on a abordé le secteur de la gouvernance publique, de la santé également. Maintenant, on va parler un tout petit peu de l'économie. On sait qu'il maîtrise beaucoup, on ne va pas trop s'attarder dessus parce qu'on a encore 30 minutes, c'est allé très vite. On va essayer d'aborder ces aspects. On va parler, on prend le pan de l'économie, je te laisse commencer. Oui, l'économie et surtout les infrastructures. Je préfère qu'on commence par les infrastructures. Et en termes d'infrastructures, vous nous parlez de la construction d'un aéroport national dans chaque département. Le Cameroun a 58 départements. Donc, je suis en train de voir 58 plateformes aéroportuaires au Cameroun, dans chaque département. Mais comment seront sélectionnés les sites et financés, ces aéroports, pour éviter ce qu'on a coutume de voir au Cameroun, des éléphants blancs? Oui, ici, là, il faut comprendre que le Cameroun n'a même pas le choix. Vous voyez, bon, les auditeurs ne vont peut-être pas voir, mais le Cameroun, c'est... ceux qui sont sur nos plateformes sont en train de regarder. L'Afrique, c'est 4 fois les États-Unis. Il faut bien que vous compreniez ça. 2 à 3 fois la Chine. C'est un monstre économique. Ce sera la première économie du monde. Et en Afrique, vous avez un pays qui est à la charnière du continent. C'est un pays par où presque tout le monde va passer. Parce que là, en haut, tout en haut, là, c'est le désert. Ben, c'est pas là, c'est le Tchad, c'est le désert. C'est un peu difficile. Donc, la meilleure manière de bouger entre les parties du continent, c'est passer par le Cameroun. En plus de cela, la position géographique est telle que, à partir du Cameroun, vous avez la plus courte distance vis-à-vis tous les autres pays. Donc, beaucoup de compagnies aériennes, par exemple, auront des hubs ici. Donc, le Cameroun sera un hub. Donc, quand vous regardez tout cela, nous devons être capables de gérer 200 à 300 millions de personnes. Parce que dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, nous aurons le plus gros marché du monde, la plus vaste zone de libre-échange au monde. Et nous aurons au Cameroun le Fonds monétaire africain, le statut de Yaoundé. Donc vous avez la principale institution financière du continent, qui est dans le pays, qui a la position géographique la plus stratégique du continent. Donc vous voyez que ce n'est pas une petite affaire. De toute façon, on n'a pas le choix. On doit construire le Cameroun en réalisant que le Cameroun ne sera pas que le pays des Camerounais. Comment vous allez sélectionner ces sites? Voilà, nous devons gérer 200, 300. Oui, parce que tout ce monde qui va passer, il faut trouver la manière de les gérer. Prenez déjà les voitures, les camions qui partent du port pour aller en RCA ou au Tchad. Regardez les dégâts qu'ils font. Le corridor Douala-N'Djamena et Douala-Bangui. Voilà, il faut qu'on change complètement la manière de procéder. Il faut créer deux types d'axes routiers. Moi, je parle de méga-routes, méga-autoroutes, pour permettre aux gens de passer par le Cameroun sans déranger les zones urbaines. Et voilà un peu le plan que j'ai là. Et ensuite, il y aura des petites routes ou petites autoroutes à l'intérieur des zones urbaines qui ne seront pas très souvent empruntées par ces camions ou ces trains qui passent par le Cameroun. Donc l'idée ici, étant donné qu'on doit construire ces méga-autoroutes, moi je vois même 10 voies dans chaque sens. Parce que si on doit gérer 200-300 millions de personnes, c'est quoi? C'est presque la population des États-Unis sur un État qui a la taille de la Californie. C'est ça l'État du Cameroun. Donc, il faut être vraiment, vraiment créatif. Et ça se travaille. On ne construit pas une ville au hasard. On calibre la ville. Et le Cameroun doit être calibré pour gérer 200-300 millions de personnes. Et comment vous comptez les financer Non, justement, je parle des 100 entreprises populaires. Ouais. Il y a les routes. Il y aura ici, par exemple, pour les routes et autoroutes, il y aura 2 types d'entreprises populaires. Il y a une qui est Autoroute et Rails d'Afrique, qui aura une vocation continentale. Elle va commencer par le Cameroun, elle sera de droit camerounais, mais sa vocation sera continentale. Elle va juste faire du Cameroun un hub continental.
à sa première mission. Vous parlez d'Europe continentale, donc c'est-à-dire un passage obligé pour les voyageurs, ceux qui vont transiter généralement par le Cameroun. Pour l'instant, sur le continent africain, on voit comme ça très rapidement Nairobi, on voit Addis Abeba, on voit également Rabat. C'est un grand livre. La version que vous voyez là, la version métallique et papier, ce n'est vraiment pas ça la monnaie. La monnaie est une entrée dans un grand livre. Le grand livre est détenu par la Banque centrale. Il peut être électronique ou il peut être généralement électronique. Donc voilà. Donc quand la Banque centrale crée la monnaie, c'est une entrée dans un grand livre. Et ça se fait à travers une décision de politique monétaire d'un comité spécial qui a le pouvoir légal de le faire. Il y a un comité de politique monétaire qui dit ce mois-ci ou cette semaine-ci, on va injecter 1000 milliards de telle monnaie. Maintenant, comment la diffuser? Comment la faire accepter? Ça, c'est l'autre aspect technique. Et là, la loi peut l'imposer. On va dire, par exemple, pour les échanges au Cameroun, voici la monnaie que vous devez utiliser à partir de telle date. Voici, pour par exemple, l'achat de certaines de nos ressources, vous ne pouvez les faire qu'en monnaie nationale, donc il vous la faudra. Il faudra aller la prendre quelque part. Généralement, ce que la Banque centrale fait, elle les donne aux banques contre des garanties. Elle leur ouvre des lignes de crédit contre des garanties. Donc, dépasser celui de la France. Parce que nous avons une position géographique stratégique que la France n'a pas. Et nous sommes sur le continent qui sera la première économie du monde. Donc, on n'a pas besoin de ces gens, tout ce monde. Ils bavardent comme ils veulent. Mais ils vont retourner à leur place. Vous avez parlé des entreprises populaires. Est-ce que vous allez également vous servir de ces entreprises pour donner un nouveau visage au réseau routier camerounais? Comment est-ce que vous allez procéder? Oui, Autoroutes et Rails d'Afrique d'abord. Par exemple, l'État fait le plan de la route à travers le ministère du Plan, l'aménagement du territoire, le ministère des Travaux publics. Mais ce n'est pas l'État qui exécute. L'État fait le plan. Par exemple, il dit, je dois calibrer le Cameroun pour gérer 200 à 300 millions de personnes. Disons 300 millions. Les ingénieurs urbanistes me disent, Président, voici comment on doit faire les routes. On fait le modèle, on fait la maquette. On passe à la Société nationale, Autoroutes et Rails d'Afrique. Je dis, écoutez, les ingénieurs me disent, Président, ça coûte 3 000 milliards, 4 000 milliards, 5 000 milliards. Je dis, OK, pas de problème. Voilà le prix, voici ce que vous devez faire. Voici toutes les autorisations légales. Je confie ça à Autoroutes et Rails d'Afrique. Je leur dis, vu l'article tel de la Constitution, vous devez donner suite aux requêtes du président de la République. Je vous demande de lever 5 000 milliards pour construire ces routes. Et là, maintenant, ça se fait très rapidement. Parce que là, ce ne sera pas une seule entreprise. On aura peut-être une cinquantaine. Chacun a son tronçon de 50, 100 km à faire. Vous leur lancez, vous leur donnez des délais. Ils exécutent ça selon les standards fixés par les ingénieurs de l'État. En termes de chiffres, ça va vous coûter combien? Non, si vous mettez, disons là, déjà là, le tronçon là. Ici, là, c'est 1200 km. Vous mettez fois 1 milliard par kilomètre, par exemple, disons. On est dans les 1200 milliards. Donc vous multipliez là aussi. Là, c'est les 500 km, les petits morceaux de 500 km. On se retrouve facilement, on est autour de 5 000 milliards ici, moi je vois. Peut-être 5 000, 6 000. Disons même 10 000 pour arrondir. 10 000 milliards. Vous pouvez les lever facilement. Décidément, vous avez la volonté de toujours quitter ou alors de vouloir quitter de ce qu'on appelait le junte colonial. Puisque parlant de la diplomatie, nous entrons là dans la diplomatie, vous nous parlez également de quitter certaines organisations internationales religieuses et éventuellement l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, si elle n'est pas réformée. Mais quelles seront les conséquences diplomatiques et économiques d'un tel retrait pour le Cameroun tout de même? Est-ce que vous avez pesé, mesuré toutes les conséquences que de savoir que le Cameroun, par exemple, quittait l'organisation? Il a intérêt à avoir son arme nucléaire. Parce que c'est la seule arme qui fait peur à ces pays comme les États-Unis. Vous croyez que si l'Iran avait vraiment eu l'arme nucléaire, on l'aurait dérangé? Pourquoi on ne dérange pas la Corée du Nord? Parce qu'ils savent qu'ils l'ont. Nous sommes en train de courir un gros risque. Et les gens sont frustrés. Regardez la Palestine. Vous voyez un ingénieur nucléaire en Palestine qui peut te faire une bombe nucléaire, tu vois qu'il ne va pas la faire. Il nous faut une force permanente qui rétablit la justice dans ce monde. Et qui n'est pas sous le contrôle d'un pays comme les États-Unis, la France, la Russie, la Chine ou l'Angleterre. Il faut mettre fin à ce système. Et si on n'y met pas fin, je ne vois pas pourquoi le Cameroun va se lier les mains dans une institution qui ne lui rapporte rien. Mais si on quitte ces organisations-là, quelles seront les conséquences d'un tel retrait pour le Cameroun? Mais est-ce qu'on a besoin d'elle? L'ONU a fait pas quoi pour nous? Si votre enfant est en train de mourir là où on parle dans ce génocide, l'ONU va faire quoi pour lui? L'ONU a fait quoi pour les enfants du Rwanda? Elle ne nous apporte rien. Rien. Nous sommes dans un complexe d'infériorité
entretenus par les meilleurs élèves des Occidentaux qui ont été installés par le pouvoir colonial. Quand je vous dis modèle financement populaire, le Fonds monétaire africain et son droit de tirage africain, qu'on n'a plus besoin de dollars, notre propre monnaie, c'est parce qu'on n'a plus besoin de ces institutions. Et il y a sur le plan technologique, l'université panafricaine. Je propose qu'il y ait un traité de l'université panafricaine et des agences associées, y compris par exemple une agence des études spatiales, pour connaître nos engins de lancement, nous, dans tous les domaines. L'Afrique n'a pas besoin du reste du monde. Si le reste du monde vient et travaille avec nous dans le respect mutuel, il n'y a pas de problème. Mais nous ne devons plus être à leur botte. Ils se sont conçus avec le sang de l'Afrique. Et maintenant, c'est fini. Ils doivent d'ailleurs payer les réparations. Vous n'avez pas parlé de ça. Il y a la question des réparations. Ces pays devront les payer à l'Afrique. Et ça se fera. Même les États-Unis vont les payer. Hein? Ça se fera. Ça, je peux vous le garantir. On n'a pas besoin de ces gens. Vous dites qu'on n'a pas besoin d'eux. Ils ont plus besoin de nous que nous d'eux. Justement, j'allais parler de réparation. C'était la prochaine question que j'allais vous poser. Vous exigez des réparations pour la traite, l'esclavage des Noirs. Quelle stratégie concrète vous allez utiliser pour obtenir gain de cause face aux pays qui refusent? On va passer dans 2 étapes d'abord. On commence d'abord par une organisation des peuples noirs. Je propose qu'on en crée une pour rassembler tous les enfants issus de ce continent. OK? Ce n'est pas un caractère raciste, c'est juste que les peuples noirs ont une histoire particulière, où des crimes d'État ont été commis. Ce ne sont pas les crimes habituels, ce sont des crimes d'État qui ont été commis contre ces peuples. Les États maintenant qui nous donnent des leçons. Il faut rassembler déjà tout ce monde-là, unir tous les peuples noirs au sein d'une même organisation qui va avoir un impact très fort. Parce que ça envoie un message très fort. Vous n'avez pas peur de la réciprocité? Mais il faut faire la même chose, qu'on a besoin d'eux. Vous êtes décomplexé. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas. Je lui dis, on n'a pas besoin de ces gens. Et puis, la cause ici, elle est bonne. Prenez un pays comme la France, qui a extorqué Haïti. Vous savez ce que la France a fait à Haïti? Vous croyez que la France doit garder cet argent? Mais soyons raisonnables. Soyons raisonnables. Mais écoutez, on va aller. Oui, allez-y. Ils vont rembourser cela. Soit ils le font dignement, soit dans la honte. Mais je peux vous dire, l'Afrique a les moyens de pression. Regardez dans cette carte. Vous voyez la France? C'est tout petit. Je ne pense pas qu'ils vont s'amuser avec l'Afrique. Ils connaissent tous la valeur de ce continent. Ils vont réparer, ils vont payer ces réparations. Alors, vous avez beaucoup plus parlé aujourd'hui du téléphone, des plateformes où des éléments devaient passer, devaient contourner par... Ou alors, on devait utiliser beaucoup plus de numérique pour atteindre des fins. Alors, c'est l'occasion de parler de numériser entièrement l'administration camerounaise. Vous avez insisté aussi là-dessus, l'administration publique et le cadastre. Le calendrier, quel est le calendrier précis? Et des autres serveurs un peu partout au Cameroun. Tout à l'heure, vous avez évoqué, c'est une question purement culturelle, vous avez évoqué la pluralité de nos langues au Cameroun et qu'on devrait tout faire pour canaliser cela, mais on sait vous évoquez également la langue nationale issue de toutes les langues ethniques du Cameroun. Quelles étapes et quels délais sont prévus pour l'élaboration, l'enseignement et la